Bonjour à tous les capétiens, les agrégatifs. Si vous préparez le CAPES ou l'agrégation d'histoire, vous vous posez peut-être actuellement ces questions-là. Faut-il commencer la préparation du concours dès l'été? Si oui, par quoi faut-il commencer? Faut-il lire tous les ouvrages mentionnés dans les bibliographies? Comment prendre le plus d'avance possible? Ce sont en tout cas des questions que je reçois très fréquemment à cette époque de l'année de la part de mes propres étudiants. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les 3 conseils que je leur donne systématiquement. Alors, ça fait désormais 3 ans que j'accompagne des candidats dans la préparation d'un des 2 concours de l'enseignement. Et au fil de ces 3 années, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de candidats vraiment absolument passionnés, qui s'investissaient beaucoup, qui travaillaient énormément et qui pourtant au moment des résultats, étaient très déçus si le résultat était négatif, ou bien même qui n'allaient pas jusqu'aux épreuves écrites, qui baissaient les bras avant parce qu'ils se sentaient complètement submergés par leur peur de la tâche. Donc c'est vraiment dommage parce que ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que ce soit le CAPES ou l'agrégation, bien sûr ce sont des concours exigeants, voire très exigeants, mais que tout candidat sérieux qui prépare sérieusement et qui a une bonne méthode de travail peut espérer réussir de manière très légitime. Alors, ce que je peux commencer par vous dire avant de lister les 3 conseils, c'est que c'est une excellente démarche de vouloir commencer la préparation du concours dès l'été. Et moi-même, j'incite fortement mes étudiants à faire cela et à y consacrer au moins quelques heures par semaine en juillet et en août. Il faut savoir que la plupart des candidats qui sont admis au concours, ce sont des candidats qui ont bien anticipé leur préparation. Il y a aussi une raison très pragmatique à ça, très concrète, c'est que les épreuves écrites arrivent de plus en plus tôt dans l'année et ce particulièrement pour le concours de l'agrégation. Maintenant, les écrits de l'agrégation, c'est bien souvent en février, donc ce qui laisse peu de temps si on commence à la rentrée, si on commence en septembre. Et imaginez-vous bien que c'est très très compliqué de maîtriser parfaitement 6 questions, qui sont souvent des questions très très vastes, en seulement 5 ou 6 mois de préparation. C'est très compliqué, voire impossible. Alors, en revanche, il ne faut pas se lancer tête baissée dans la préparation sans savoir vraiment où on va, sans savoir vraiment ce que l'on cherche. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques pistes pour commencer sereinement cette préparation, sans trop vous surcharger non plus, puisque l'objectif, ce n'est pas d'arriver déjà épuisé à la rentrée en septembre. Alors, première piste, premier conseil, ça concerne les lettres de cadrage. Je pense que vous vous en doutiez un petit peu, vous le saviez probablement déjà. Première chose à faire, on va chercher et on va lire les lettres de cadrage. Et ces lettres de cadrage, normalement, si vous faites bien le travail, au bout d'un moment, vous allez pratiquement les connaître par cœur. Il faut les considérer comme une sorte de cadeau que vous font les membres du jury dans lesquels ils vous livrent la manière dont eux, ils conçoivent la question qu'ils ont eux-mêmes conçue en fait. Et à l'intérieur, ils vous y exposent ce qu'ils attendent de vous concrètement, notamment en termes de connaissances. Donc c'est très très important de bien les travailler, ces lettres de cadrage. Si vous en avez la possibilité, ce que je vous conseille de faire, c'est de les imprimer et de prendre des feutres, des surligneurs, ce que vous voulez, pour aller y repérer des informations bien ciblées. On commence par repérer, bien évidemment, le cadre chronologique pour l'histoire, le cadre géographique également, et faites attention, parfois le cadre chronologique n'est pas le même pour tous les territoires qui sont au programme d'une seule et même question. C'est le cas notamment de la question d'histoire médiévale à l'agrégation sur les 3 empires. On a des bornes un petit peu différentes, donc faites bien attention à ces bornes chronologiques en fonction des différents territoires. Regardez bien les justifications aussi des bornes, c'est très important, exactement comme dans une dissertation. Donc, vous surlignez cadre géographique, cadre chronologique. Faites attention, parfois les membres du jury mentionnent des personnages, des événements particulièrement importants. Donc ça fait partie des choses que vous devez repérer. Et surtout, le plus important,
par la suite, vous dégagez les différentes thématiques. Donc, soyez bien attentifs quand vous travaillez ces lettres de cadrage, puisque ça va conditionner tout le reste de votre travail. Si vous le faites bien correctement, ça va vous permettre de comprendre parfaitement l'esprit de la question au programme, et vous allez voir qu'une fois que vous aurez fait ça, vous allez envisager tout le reste de votre travail, que ce soit les cours auxquels vous pourrez assister, les fiches que vous allez vouloir réaliser de manière différente, puisque vous allez les envisager dans l'esprit de la question au programme qui vous est donné par ces lettres de cadrage. Mon deuxième conseil, ça va être de bien cerner les attendus méthodologiques des différentes épreuves. Il faut bien les cerner dès le départ, ces attendus méthodologiques, au moins pour les épreuves écrites, les épreuves orales, vous pouvez attendre un petit peu, mais dès le début, intéressez-vous à la méthodologie des épreuves écrites. Pourquoi ? Eh bien parce que ça aussi, exactement comme pour les lettres de cadrage, ça va énormément conditionner de la même manière la façon dont vous allez envisager les cours, les fiches, etc. Puisque dès lors que vous aurez très bien compris la méthodologie des épreuves, ce qu'on attend de vous dans chaque épreuve, vous irez chercher directement du contenu mobilisable. J'ai envie de dire directement prêt à l'emploi. Que ce soit dans les cours, que ce soit dans les ouvrages, que ce soit dans les articles. Et quand je dis maîtriser les attendus méthodologiques, ça ne veut pas, ou pas seulement dire, aller lire le descriptif des épreuves sur devenir enseignant.gouv. Ça peut être un début, mais c'est très insuffisant, vous le savez. Pour maîtriser la méthodologie, il faut aller lire dans le détail les rapports de jury. Et mon dernier conseil va porter sur la gestion des premières lectures, puisque c'est seulement après avoir réalisé les 2 premières étapes, la maîtrise des lettres du cadrage et la maîtrise des attendus méthodologiques des épreuves, que vous allez pouvoir vous lancer dans vos premières lectures et dans l'élaboration de vos premières fiches, puisque désormais, eh bien, vous saurez exactement ce que vous allez y chercher et quel est le contenu que vous allez sélectionner. Alors, une question qu'on me pose aussi énormément à cette époque de l'année, c'est est-ce qu'il faut profiter de l'été et des vacances pour essayer de lire le plus d'ouvrages possible? Et la réponse est non, et non pas seulement pour l'été, c'est valable pour toute l'année de préparation. Alors, ce qui ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas lire du tout. Le CAPES et l'agrégation sont des concours qui demandent des connaissances solides et aussi des bagages historiographiques importants. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas chercher à lire le plus possible. Il faut chercher à lire efficacement. L'efficacité, ça va être vraiment le maître mot de toute cette année de préparation. Il faut garder vraiment bien ça en tête. Et autre élément à garder en tête, c'est que personne, même les membres du jury, ne pourront jamais exiger de vous, ni de n'importe qui, d'avoir tout lu, d'avoir lu les centaines de titres d'ouvrages et d'articles qui figurent dans les bibliographies officielles. Donc il faut vraiment être serein par rapport à ça, et parce que je vois beaucoup d'étudiants angoissés quand ils reçoivent les bibliographies officielles, et c'est normal, elles sont souvent énormes, mais on vous les donne, mais ça ne veut pas dire qu'il faut lire tout ce qui est mentionné, bien au contraire. Donc la question qu'il faudrait plutôt se poser, c'est que lire en premier, au départ, pour être le plus efficace possible. Alors, ce que personnellement je recommande à mes propres étudiants, que je suis soit à l'université, soit dans le cadre de mon accompagnement personnalisé, c'est de maîtriser parfaitement le cadre chronologique des questions, le contexte. Vous avez des prépas qui proposent au tout début de l'année des cours de cadrage chronologique, c'est mon cas, mais finalement je me rends compte que c'est assez rare. Donc vous pouvez vraiment commencer par là. Parce que ça ne sert strictement à rien de vous lancer dans la lecture d'ouvrages ou d'articles hyper spécialisés ou d'assister à des cours hyper pointus si vous ne connaissez rien au contexte. Si vous faites ça, vous risquez de passer à côté de beaucoup d'enjeux de la question, et par la suite,
de produire des copies qui ne tiennent absolument pas compte des évolutions chronologiques. Et ça, vous savez qu'en histoire, c'est absolument rédhibitoire. Donc, quand vous regardez le programme, si vous vous apercevez que dans les questions, il y en a pour lesquelles vous maîtrisez mal, voire dont vous ne maîtrisez pas du tout le cadre chronologique, eh bien, il faut vraiment commencer par là. Alors, pour ce faire, vous disposez de différents outils. Le premier outil que je mentionnerai, c'est les manuels Atland. Alors, ça ne veut pas dire que je recommande pour toutes les questions les manuels Atland, mais en tout cas, Atland a l'avantage de proposer à peu près pour toutes les questions une partie qui s'appelle la partie repères ou jalons chronologiques, dans lequel il a rassemblé en fait ces repères-là. Donc ça peut être un premier outil. Mais si vous vous apercevez que la partie repère de Atland est mal faite, ça peut arriver, ou bien est insuffisante, ou bien tout simplement que le manuel Atland n'est pas encore sorti, ce qui est très très souvent le cas pour les nouvelles questions. Pas de panique, pas d'inquiétude, il existe d'autres outils. Ce que je conseille à mes étudiants, c'est de se tourner vers les manuels réalisés, élaborés pour les étudiants de licence, qui sont très bien faits et qui peuvent tout à fait suffire pour le contexte, le cadre chronologique. Vous avez différentes collections qui s'y prêtent particulièrement bien. Vous avez, je montre ceux que j'ai sous la main, vous avez la collection de chez Hachette. Donc celui-là, c'est pas forcément celui que je recommande le plus, mais c'est juste celui que j'avais sur la main. C'est vraiment juste pour que vous voyez là à quoi ressemble la collection. Vous avez aussi les Armand Collin, la collection U. Vous les reconnaissez bien, ils sont blancs. La tranche du livre elle est blanche et vous avez le U en bleu. Ceux-là ils sont particulièrement bien. J'aime beaucoup aussi, surtout pour l'histoire ancienne, mais il y en a très bons aussi pour les autres. Les points seuil. Je montre aussi la tranche. Celui-là est très bien, je me rends compte. Et puis il y a l'autre aussi. Là, c'est le 4e siècle grec, et vous avez aussi le 5e siècle grec. Il est très bien pour la question d'histoire ancienne de l'agrégation. Il peut être très bien pour ceux qui préparent le CAPES version Bac+3. Voilà, donc vous en avez d'autres, mais ces collections, je les apprécie particulièrement. Alors ensuite, à partir de ces différents outils, vous allez pouvoir réaliser vos fiches chronologiques de la manière la plus efficace possible. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça devienne des fiches super longues où vous aurez essayé de mettre absolument tout ce que vous aurez lu, mais que parfois vous n'aurez même pas le temps de relire et encore moins d'apprendre avant les écrits. Donc il faut que ce soit des fiches synthétiques, concises et bien pensées selon l'esprit de chaque question. Donc réfléchissez bien en amont à la manière dont vous allez les organiser, ces fiches. Et pensez bien qu'on n'organise pas une fiche chronologique de la même manière selon si l'on traite d'une question d'histoire politique. Donc, c'est le cas par exemple de la question sur les 3 empires, de la question d'histoire médiévale d'agrégation, ou si on traite d'une question d'histoire économique et sociale. C'est le cas de la question sur le travail en Grèce archaïque et classique, toujours à l'agrégation. Donc, pensez bien que vous les organisez vraiment selon l'esprit de chaque question. Donc si vous suivez ces conseils, finalement, vous vous apercevez que vous n'allez pas multiplier les lectures. L'objectif, ça pourrait être à la fin de l'été d'avoir lu un ouvrage par question. Donc, de cette manière, vous vous serez familiarisé avec l'ensemble des questions à votre programme avant la rentrée universitaire. Et donc, vous aurez pris de l'avance. Mais attention, à chaque fois, vous ne lisez pas tout l'ouvrage de manière linéaire. Vous faites attention, vous ne sélectionnez que ce qui vous intéresse, toujours avec cet esprit de sélection, de cibler vraiment le contenu qui vous intéresse. Une dernière précision qui concerne les ouvrages de concours, les ouvrages vraiment faits pour les concours, les manuels de concours. N'achetez et n'utilisez pas plus d'un manuel par question. Sinon, vraiment, vous allez
trop vous disperser. Donc, vous repérez le manuel qui est le mieux fait pour chaque question. Si vous avez un doute, vous n'hésitez pas à vous adresser à vos préparateurs, vos préparatrices, et vous apprenez à partir de ce moment-là à l'utiliser et à le maîtriser parfaitement. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous être utile. Vraiment, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire déjà si l'image et surtout le son sont corrects, étant donné qu'il s'agit d'une première vidéo, donc vraiment dites-moi. Et aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des sujets, des thématiques que vous aimeriez que j'aborde pour les prochaines vidéos. Ce sera aussi super utile pour moi. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers ma page Facebook. Vous verrez que dans l'année, j'y posterai également du contenu. Donc, vous pouvez aussi aller y jeter un œil. Et en attendant, je vous souhaite un très bel été à tous, à toutes, et une très bonne préparation.